Comme vous l'avez compris au titre de la vidéo, petite FAQ pour célébrer ensemble le passage aux 1000 abonnés. La chaîne, je suis très content vu qu'elle grandit de plus en plus vite et que je suis sorti des marécages, des abysses de YouTube. Et on attaque immédiatement avec la première question de Nathan qui me demande « Quel joueur t'a passionné dans les années 90 et 2000 ?» Alors, étant donné que je suis né en 96, et bien les années 90, je les ai pas vécues. Mais si je devais ressortir un joueur estampillé années 90, clairement, ça serait Agassi. Alors, je triche un peu, il a terminé sa carrière en 2006 à l'US Open. Mais c'est justement ce tournoi qui m'a marqué. Sa victoire face à Baghdatis, son dernier match face à Benjamin Becker. Et bien évidemment, son discours d'après-match. Over the last 21 years, I have found you, and I will take you and the memory of you with me for the rest of my life. Thank you. Et ensuite, en grandissant, je me suis intéressé au personnage Agassi, en lisant sa biographie. J'ai donc découvert sa carrière, faite de haut et de bas, sa relation complexe avec le tennis, son passage à l'académie Bolid-Siri. Et évidemment, j'ai regardé une tonne de vidéos sur YouTube, l'un des premiers véritables attaquants du fond de court, en plus dans une ère dominée par les serveurs volleyeurs. Clairement, Agassi, c'est une légende, il a marqué l'histoire du tennis, tant par sa personnalité que par ce qu'il a pu apporter au jeu. Et un joueur qui a fait le plus gros de sa carrière dans les années 2000, je dirais Guillermo Coria, celui que j'aime bien appeler le roi de la terre battue sans couronne. Et comment le mentionner sans parler de la finale de Roland Garros 2004 à mon sens, c'est un des plus gros chokes de l'histoire du tennis. Ultra favori en finale, mène 2-7-0, se met à cramper de stress, finit quand même par avoir des balles de match, les loupe et perd le match. Non, franchement, là, c'est le plus gros choke de l'histoire. Même Zverev ne fait pas ça. Et ce qui rend ce choke aussi légendaire, c'est que 2 ans après, il est complètement fini. Il est brisé physiquement, mais surtout mentalement. L'arrivée de Rafa l'a définitivement achevé, même si leur finale à Rome reste une des plus grandes batailles sur terre battue. Ça devait être le début d'une immense rivalité et finalement elle n'a jamais vraiment existé. Donc vraiment c'est un énorme gâchis Coria. Ensuite nous avons Alex276 qui me demande « Parmi les jeunes joueurs, lequel prends-tu le plus de plaisir à regarder ?» Alors je n'ai aucun joueur qui me transcende vraiment actuellement, mais j'aime bien le jeu de Tsitsipas, un peu moins sa personnalité, où là je vais lui préférer Medvedev clairement, qui est beaucoup plus franc, beaucoup plus direct. Et la génération italienne m'intrigue également, elle me fait beaucoup penser à celle des 4 mousquetaires en France. Il y a clairement une filiation dans le jeu entre Berrettini et Tsonga, gros service, gros coup droit, faiblesse en retour et en revers. On a Musetti aussi qu'on peut associer à Gasquet. Après, pour mon fils, c'est quand même beaucoup plus dur, c'est un joueur unique dans le tennis. Et dans cette génération italienne, c'est Sinner qui m'attire le plus. Ensuite, nous avons Solid qui me demande « Que penses-tu du close call ? Est-il mieux de garder le principe du challenge ou l'arbitrage vidéo doit-il être systématiquement utilisé ?» Alors, qu'est-ce que je pense du close call ? Peut-être déjà le définir. C'est l'utilisation systématique et généralisée de la vidéo. Donc, on dégage les juges de ligne et on dit à l'arbitre juste d'annoncer le score et de faire le toss. C'est apparu la première fois lors du Masters Next Gen et on voit bien la volonté des instances et notamment de l'ATP de tester de nouvelles règles et ce Masters leur sert clairement de laboratoire. Alors l'objectif clairement c'est de supprimer les erreurs d'arbitrage et donc les injustices, mais je trouve qu'on sous-estime l'effet pervers engendré par un tel système. On s'inscrit vraiment dans une volonté de vouloir tout contrôler, tout rationaliser et au final on aseptise le sport. Je dirais que je suis contre, mais je pense sincèrement que ça va se généraliser partout et que peut-être d'ici quelques années, je m'y ferai. Mais en tout cas, le sujet est très intéressant, je trouve, et j'en ferai peut-être une vidéo. Ensuite, on a Miro HRD qui me demande le moment de tennis qui t'a le plus marqué jeune. Alors là, pour moi, c'est très facile de répondre. C'est Monte Carlo 2005 avec la victoire de Gasquet sur Federer, Federer Prime en plus. Je pense que dans son match, il y a à peu près tout. Il y a le jeune français, talentueux, qui va taper le numéro 1 mondial en sauvant des balles de match. Je pense qu'on ne peut pas faire meilleur scénario. En plus, il y a cette balle de match complètement iconique avec Gasquet qui tape un revers sorti de nulle part. Et en plus, d'un point de vue personnel, je venais d'avoir Sport Plus à la maison, donc c'était un des premiers tournois que je pouvais regarder hors Roland Garros et Coupe Davis. Donc forcément, ça doit jouer. Et depuis ce jour, je suis un gros fanboy de Gasquet, de son revers et de son anglais. Ensuite, on a Sliderman qui me demande qui sera le prochain nouveau vainqueur de Grand Chelem. Et bien pour moi, cette question elle est fortement corrélée à la présence ou non de Djokovic. Je m'explique. Alors, le prochain Grand Chelem, c'est Roland Garros. Au vu du début de saison de Rafa, je vois personne qui peut l'inquiéter dans son jardin, hormis le Serbe. Donc, pas très original, mais j'écarte complètement la possibilité qu'il y ait un nouveau vainqueur de Grand Chelem à Roland Garros cette année. En revanche, Wimbledon va être très ouvert cette année.
si on prend les 3 meilleurs de la next-gen, Medvedev, Tsitsipas et Zverev, ils n'ont jamais dépassé les huitièmes de finale, donc difficile de les voir potentiels vainqueurs. Donc je vais m'appuyer sur ce qui s'est passé l'année dernière. Et pour moi, Berrettini est le meilleur candidat pour être un nouveau vainqueur de Grand Chelem. Il a fait finale l'année dernière, il a gagné le Queens, et plus globalement, son jeu s'acclimate parfaitement à la surface. Gros service, gros coup droit. Surtout, ses faiblesses en revers sont masquées sur cette surface. Et ça, c'est vraiment intéressant. Si on ne peut pas appuyer sur son point faible, Berrettini devient encore plus dangereux. Sans Djokovic ou un Djokovic pas à 100%, clairement, je vois Berrettini en pole position pour être le prochain nouveau vainqueur en Grand Chelem. Ensuite, on a Marwan qui me demande mon classement. Eh bien, je suis 15-5, je dirais même éternel 15-5, donc vraiment rien de flamboyant. Ensuite, on a HN qui me demande mon Grand Chelem préféré. Mon classement des Grands Chelems, ça serait donc Open d'Australie en 1, Roland Garros, Wimbledon en 2, ex-aequo. J'ai du mal à les départager. Et US Open en 4, qui est pour moi très très loin des 3 autres. Ensuite, on a Maxime qui est un nouvel abonné et qui me demande quel est pour toi le joueur, la joueuse qui aurait mérité une meilleure carrière, numéro 1 mondial, des titres en Grand Chelem, etc. Alors c'est une question que je me suis déjà posée et je dirais David Nalbandian. En NBA, on parle des monstres sans bague pour désigner les meilleurs joueurs de la ligue qui n'ont jamais été titrés. Donc à l'époque de Jordan qui a tout raflé, c'est les Charles Barkley, les Pat Ewing, les Karl Malone. Donc pour moi Nalbandian c'est le monstre sans Grand Chelem par excellence. Pas que ce fut le plus proche d'en remporter un, évidemment, il a fait qu'une finale de Grand Chelem, mais il avait toute la panel technique, coup droit, revers, il pouvait toucher toutes les zones, mais il avait un toucher de balle extraordinaire, mais ce qui lui a manqué clairement, c'est son mental d'un côté et surtout son physique. C'est pas pour rien qu'on l'a appelé Fat Dave. Autre question de Maxime qui me demande si je suis d'autres sports, si oui, lesquels. Alors bien oui, je suis d'autres sports, et comme tu as pu t'en apercevoir, j'aime bien faire des analogies entre le tennis et justement d'autres sports. Alors j'ai beaucoup suivi le foot entre 2011 et 2016, mais le but d'Eder m'a vraiment calmé. Eder qui tient bien debout, la frappe, le but. Et depuis, je suis un gros footix. Au collège, je suivais la Pro A et l'Euroleague. Bref, les matchs qui se passaient sur Sport+, les compétitions internationales aussi, avec la bande à Parker et à Boris Dio. Pour moi, la victoire contre l'Espagne à l'Euro 2013, c'est vraiment l'une de mes plus belles émotions sportives. En troisième, c'est la Formule 1. J'ai beaucoup suivi pendant la rivalité entre Rosberg et Hamilton. Ensuite, on a Nicolas qui me demande « J'ai remarqué que tu étais suivi par Service Volé. Avez-vous envisagé de faire une vidéo ou série de vidéos en commun sur un nouveau format ?» Nicolas, sache que Service Volé m'a déjà invité sur sa chaîne Twitch. Je crois que c'était en novembre dernier et on avait discuté des difficultés de développer le YouTube Game Tennis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que paradoxalement sur YouTube, c'est compliqué d'être le premier sur une thématique. C'est un peu comme arriver sur une île déserte et il y a tout à construire. Personnellement, j'ai vraiment bénéficié du travail de Service Volé, que ce soit directement lorsqu'il met mes contenus en avant, mais aussi indirectement. Quand vous regardez une vidéo de Service Volé, vous envoyez comme message à votre algorithme YouTube que vous appréciez le tennis. Donc là, l'objectif de YouTube et de cet algorithme, c'est que vous restiez sur la plateforme. Donc c'est là que j'entre en jeu. C'est parce que vous avez regardé Service Volé que vous allez être susceptible ensuite de tomber sur ma chaîne. Ensuite, on a Florian Angers qui me demande « Vas-tu rester uniquement sur YouTube ou vas-tu faire du contenu sur Twitch, Instagram ?» J'ai un compte Instagram, mais je l'ai laissé complètement à l'abandon. J'apprécie pas du tout la plateforme. Et pour Twitch, j'ai voulu me lancer fin 2021, mais je me suis ravisé. En effet, sur la plateforme-là, si on n'a pas déjà une audience qui nous suit au préalable, on n'a aucune chance de percer. La plupart des streams font moins de 3 vues. Et quand je dis la plupart, c'est 99%. Donc voilà, j'ai préféré ne pas me disperser et me concentrer sur YouTube. Ensuite, on a Jérôme L qui me demande quels sont les prochains programmes de vidéos que tu prévois. Alors, je n'ai pas de programme spécifique, j'ai juste une liste d'idées de vidéos que j'alimente au fur et à mesure. Et quand je dois démarrer une nouvelle vidéo, et tout simplement, je pioche dedans en fonction de mon envie. Y a-t-il un nouveau format de vidéo que tu souhaites développer sur ta chaîne? Alors oui, j'aimerais bien faire des vidéos sur d'autres sports que le tennis. Si j'ai appelé la chaîne Beyond the Court et non pas un nom faisant directement référence au tennis, c'est pour cette raison. D'ailleurs, Beyond the Court, ça vient d'une biographie de Michael Jordan. Et justement, le sous-titre de la biographie, c'est Beyond the Court. Et l'idée à la base, c'est de parler des coulisses du sport. Alors bien sûr, depuis le début, j'ai parlé quasiment que de tennis. Mais j'ai toujours cette idée en tête. Et même si j'ai déjà fait une quarantaine de vidéos sur le tennis, je m'interdis pas de tester des vidéos sur d'autres sports. Exemple de la vidéo du close call, j'ai dit que c'était potentiellement un sujet qui m'intéressait. Je pourrais l'élargir et parler de l'utilisation de la vidéo dans le sport par exemple.
Donc voilà pour cette toute première FAQ, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous remercie encore une fois pour le soutien, vos commentaires. J'essaye de tous vous lire, c'est compliqué de répondre à tout le monde, mais je fais au mieux. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous laisse avec le GOAT français. And there it is again. Absolutely magnificent.